Les gens de business aujourd'hui avec Bradley Lafont qui a créé une société qui s'appelle aujourd'hui avec Bradley Lafont qui a créé une société qui s'appelle Fundora qui permet d'investir dans des fonds d'investissement, ce qu'on appelle private equity. Tu disais, j'ai transpiré pendant 5 ans, j'ai perdu 10 kilos. Ouais. Enfin, t'as cravaché quand même. Les gens qui vous disent qu'ils ont réussi et que c'est tombé tout cru, a priori, il ne faut pas trop les croire. On a énormément travaillé, on s'est entouré. Il faut faire adhérer les gens à un projet, à une vision, de permettre à la société de bien croître. La façon dont sont financées les retraites, il y a peu de chances que ça tienne. Et donc, l'idée, c'est de s'y préparer à ce que potentiellement, à un moment donné, le système lâche. Et plus tôt on est en capacité de faire travailler son épargne, et le mieux on peut commencer à préparer sa retraite. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Légende business aujourd'hui avec Bradley Lafont qui a créé une société qui s'appelle Fundora qui permet d'investir dans des fonds d'investissement, ce qu'on appelle private equity, dans des fonds d'investissement privés. Vous pouvez mettre votre argent et le récupérer dans 4 ans, dans 7 ans, dans 10 ans avec un multiple de 2,5, de 6%, de 10%. Il va nous raconter un peu tout ce qu'il propose sur le site. Il a créé une boulangerie et un réseau de boulangeries quand il avait 26 ans. Il a fait plein de sociétés très différentes, donc c'est hyper intéressant. Un parcours d'entrepreneur hors norme, vous allez voir. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner juste avant de commencer l'émission en 2 secondes. Ça nous aide vraiment beaucoup parce que plus on a des invités étonnants, extraordinaires. Donc, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Vous êtes 150 000 à nous rejoindre chaque mois. N'hésitez pas à commenter l'émission aussi, à la liker, puis à mettre la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties tous les mercredis, vendredis et dimanches. Et on est en podcast audio si vous voulez nous écouter sur la route, si vous voulez nous écouter en courant, en faisant du sport, à la maison ou en cuisinant, par exemple. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Podcast. Et merci de faire de Légende le premier podcast de France. C'est parti avec Bradley Lafont de Fundora sur Légende. Bonjour, je suis Bradley Lafont, le CEO et le cofondateur de Fundora, la plateforme qui permet d'investir dans les meilleures entreprises du monde à partir de 100 €. Ben voilà, bienvenue Bradley. Alors, t'es le premier à faire ça en plus. Je ne sais pas si tu as été le premier à avoir l'idée, mais en tout cas, tu as été le premier à la lancer. Ouais, effectivement, j'ai été le premier à la lancer. Je pense qu'avant moi, il y a eu pas mal de personnes qui ont eu cette même idée, puisque au moment où on s'est lancé là-dedans, en fait, tout le monde a dit « mais oui, mais tout le monde veut faire ça ». Mais sauf que c'est pas possible. En fait, c'est impossible de faire ce que vous voulez faire. Et donc moi, quand on me dit ça, j'ai tendance à me dire qu'il y a quelque chose à faire. Toi, tu as créé Fundora, qui est une plateforme d'investissement qui rend accessible les fonds de private equity à partir de 100 €. Qu'est-ce que c'est qu'un fonds de private equity? À quoi ça sert? En fait, un fonds de private equity, c'est un véhicule dans lequel on vient collecter de l'argent d'investisseurs. Et ce véhicule, il est géré par des professionnels de l'investissement, des experts, qui, eux, vont investir dans des sociétés. C'est des fonds d'investissement? C'est des fonds d'investissement, exactement. C'est des fonds d'investissement, mais qui ont une spécificité, c'est qu'ils ne vont investir que dans des sociétés qui ne sont pas en bourse. Pourquoi c'était pas ouvert à tout le monde avant? Parce qu'avant, c'était réservé aux ultra-riches. C'était vraiment quelque chose qui était pour les institutionnels, les compagnies d'assurance, ou bien les professionnels de l'investissement. D'accord. Et il fallait combien avant pour rentrer dans un fonds? Plusieurs millions d'euros. Plusieurs millions d'euros? Ouais, plusieurs millions d'euros. En fait, l'argent appelle l'argent. L'argent appelle l'argent, exactement. Il fallait plusieurs millions d'euros pour pouvoir y accéder. Plus récemment, on est venu baisser ce ticket à quelques centaines de milliers d'euros, ce qui reste un ticket quand même très élevé pour le commun des mortels. Et donc, aujourd'hui, avec Fundora, vous avez la possibilité de rentrer dans ces fonds d'investissement à partir de 100 €. Et quand tu dis c'est les meilleurs placements que ce qu'on peut trouver quand on va dans des investissements classiques, c'est quoi par exemple les pourcentages? Combien on peut espérer gagner? Je suis allé voir sur Fundora, il y a marqué vous pouvez faire x6, x8, je vous le mets à l'image ici, là c'est sur de l'IA par exemple, sur les boîtes américaines par exemple, x6, x8 sur 10 ans. C'est-à-dire que ce n'est pas garanti, hein, comme tous les investissements. Tout à fait. Et on peut espérer x6, x8. Exactement. Et en fait, ce x6, x8, il ne sort pas du château. C'est énorme. Il ne sort pas du chapeau. Il sort sur la base d'un historique de performance que le fonds a réalisé précédemment. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que les fonds les fonds qu'on propose sur la plateforme Fundora, c'est des fonds qui ont plusieurs dizaines d'années. Qui existent depuis longtemps. Exactement, qui existent depuis longtemps. Et donc qui ont un historique de performance sur lequel ils peuvent communiquer. Et cet historique de performance, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un monde qui est régulé. Donc les performances, elles sont auditées, elles sont vérifiées. Donc ils ne peuvent pas se permettre de donner des performances qui sont erronées. C'est vraiment les performances qu'ils ont été capables de réaliser par le passé. En fait, tu permets de rentrer dans ces fonds-là parce que tu regroupes plein de gens. Exactement. Et nous, le but de Fundora, ça va être de mutualiser un certain nombre d'investisseurs et de leur permettre de rentrer collectivement dans ces fonds. Donc x6, x8, c'est-à-dire qu'il y a marqué parfois des pourcentages en bas, tu attends d'avoir un certain nombre, certaines sommes avant de pouvoir rentrer, c'est ça? Exactement, parce que pour rentrer dans ces fonds, il faut quand même des minimums d'investissement qui soient
très conséquents, généralement plusieurs millions d'euros. Ce dont tu parlais avant. Exactement. Et donc, pour pouvoir ouvrir la porte de ces fonds, il faut vraiment, effectivement, avoir des montants suffisamment importants. Il faut être ultra riche, donc si tu te mets à plusieurs, tu es ultra riche à plusieurs. Exactement. Et donc ça, c'est vraiment notre rôle chez Fundora, de permettre aux investisseurs privés de leur ouvrir la porte et de s'asseoir à la table du private equity. Tout à l'heure, on va avoir un expert à la relation à l'argent. Il s'appelle Christian Junot. Ouais. C'est un expert à la relation. Vous allez voir, on va parler de l'argent, comment toutes les relations qu'on peut avoir avec, comment est-ce que on supporte en couple aussi, comment faire. On va aborder tous ces sujets-là tout à l'heure. Juste avant, on va reprendre ta vie, puis on va revenir sur Fundora après pour bien comprendre. À 26 ans, tu as repris tes études de pâtisserie sur le tard, ouais. Et donc tu pars en boulangerie-pâtisserie, je le disais avant. Pourquoi tu as changé de domaine autant ? Alors, moi, je suis quelqu'un de très curieux. En fait, il faut savoir que depuis tout petit, c'était un de mes traits de caractère. Je suis quelqu'un de super curieux et tout m'intéresse. En fait, j'ai plein de domaines et donc je suis jamais rassasié. J'ai toujours envie de découvrir et de rentrer un peu en profondeur dans les choses. Donc finalement, pour moi, l'entrepreneuriat, ça a été une évidence. Et donc, à chaque fois que je voyais un problème qui se dressait dans ma vie, j'avais envie de le résoudre, ce problème. Et donc, finalement, l'entrepreneur que je suis a envie systématiquement de faire mieux que ce qu'il voit, que ce qui existe sur le marché. De trouver des solutions à des problèmes. Exactement, j'adore trouver des solutions à des problèmes. Tu grandis dans le 94, en région parisienne, tes parents sont tous les deux médecins. Exact. Rien à voir avec l'entrepreneuriat. Enfin, il y a des médecins entrepreneurs d'ailleurs sur d'autres secteurs. C'est une forme d'entrepreneuriat. C'est une sorte de... T'es libéral, t'es seul. Exactement. Avec ton cabinet. Tu voulais faire médecin quand t'étais petit ou tu voulais tout de suite partir en tant qu'entrepreneur ? Non, écoute, moi, mon père était ophtalmo. Effectivement, quand j'étais petit, je voulais faire comme mon père, hein, comme beaucoup de petits garçons. Et donc, je me prêtais au jeu de me dire, alors quand est-ce qu'il va prendre sa retraite ? Peut-être que je pourrais lui succéder dans son cabinet. Et du coup, ça sera Docteur Lafont encore, après sa retraite, qui sera inscrit sur la plaque. Mais finalement, j'ai assez rapidement abandonné l'idée parce que j'étais pas très scientifique. Donc, j'ai pas fait la formation qu'il fallait pour derrière faire des études de médecine. Et puis, c'est des études qui sont assez longues aussi. Fastidieuses. Ouais, faut en avoir envie, en fait, faut avoir la flamme. Exactement. Faut avoir la flamme. Et en fait, quand j'étais petit, je pensais l'avoir. Et puis, en grandissant, je me suis aperçu que c'était pas ça ma destinée. Après, tu as créé ta boîte à 24 ans. Plutôt rapidement, hein, quand même. Ouais. Monter sa boîte à 24 ans. Études de commerce à l'EDEC. C'est une boîte de quoi que tu montes en premier ? Alors, la première boîte que je monte, c'est une boîte dans l'import-export de meubles. Et en fait, c'est assez marrant parce que... secteur très différent. Encore. Secteur très différent dans lequel j'avais zéro expérience et zéro expertise. Et d'ailleurs, je vais même te dire mieux que ça, je n'avais jamais été salarié dans aucune société. Donc en fait, à la sortie de mon école de commerce, en fait, moi, je fais ma dernière année d'études, je suis en échange à Bangkok. Et là-bas, en fait, je fais une rencontre assez improbable. Je suis dans un bar un soir et je vois une personne qui est au bar qui fait tomber son téléphone portable sans s'en rendre compte avec la musique, elle s'en aperçoit pas. Je ramasse le téléphone, je lui redonne et il m'invite à prendre un verre. Et en fait, il s'avère que cette personne avait une usine de fabrication de meubles dans la banlieue de Bangkok. Et quelques jours plus tard, je me retrouve à aller la visiter. Parce qu'on passe la soirée ensemble, on passe un super moment. En fait, je me dis, putain, mais c'est génial, j'ai envie de voir ce qu'il fait. Et donc, je me retrouve, et là, je me rends compte de l'ampleur de l'usine qu'il a. Il a une usine énorme, il fabrique du mobilier sur mesure pour les plus beaux hôtels d'Asie. Et en fait, très rapidement, je me dis, tiens, moi, je dois rentrer à Paris, je ne sais pas exactement ce que je vais faire, il y a peut-être quelque chose à faire là. Et donc, c'est exactement comme ça que j'ai lancé ma première entreprise, vraiment sur... En rencontrant un mec en soirée. En rencontrant un mec en soirée, en lui redonnant le téléphone qu'il avait fait tomber. Et donc, comme quoi le hasard de la vie fait bien les choses, finalement, ça a été mon partenaire dans ma première aventure. Et tu vas faire quoi ? Tu vas revendre ses meubles à lui ? Non, alors, en fait, ce que lui faisait, c'est qu'il fabriquait du mobilier sur mesure pour les hôtels de luxe. Et donc, lui, il le faisait en Asie. Et je me suis dit, mais attends, le mobilier qu'il fait, il est de super qualité. Je vais pouvoir proposer ça à des hôteliers en France, à des restaurants qui veulent faire du mobilier sur mesure. Ça marche ou pas, la boîte ? Écoute, ça n'a pas été un énorme succès. C'est intéressant pour comprendre aussi, c'est le principe de faire des légendes business, c'est de comprendre, de se mettre avec un entrepreneur là et de discuter un peu, de comprendre le parcours, les erreurs, comment il a cartonné, comment il a réussi à trouver la clé aussi. Et c'est parce que vous êtes peut-être nombreux à vouloir faire un jour vous lancer en tant qu'entrepreneur ou même essayer de comprendre. C'est intéressant de comprendre les succès des gens et c'est bien de savoir aussi où ça a merdé pour après, qu'est-ce que tu en as tiré comme leçon aussi. Exactement. Et j'en ai tiré plein de leçons, mais effectivement, Donc ça n'a pas trop marché ? Non, ça n'a pas trop marché. Je me suis associé avec mon frère à ce moment-là.
là. Lui, il était en poste et c'est assez marrant parce que, tu vois, là, on a bouclé la boucle. Son premier boulot, c'était analyste dans un fonds de private equity. Donc, il était analyste financier. Il analysait des fonds pour investir dedans. Et donc, à ce moment-là, moi, je lui parle de cette rencontre que je fais à Bangkok et je l'invite à me rejoindre parce qu'on avait cette fibre entrepreneuriale et on savait qu'on avait envie de faire un projet ensemble. Et donc, ni une ni deux, il a quitté son emploi et il l'a fait comme moi, c'est-à-dire un peu la fleur au fusil. On n'avait pas fait d'études de marché, on n'avait pas respecté finalement ce qu'on nous avait appris en école de commerce. Tu vois, en école de commerce, on te dit, si tu veux te lancer, il faut faire tout un tas d'études, il faut bien analyser le marché. Et en fait, c'est vrai, il faut le faire. Sauf que nous, dans l'euphorie du moment, on ne l'a pas fait en se disant, lui, il le fait en Thaïlande, il le fait dans le reste de l'Asie, ça fonctionne, nous, on va réussir à le faire en Europe. On était assez confiants sur notre capacité à le faire, et ça a été une grosse désillusion par la suite. Tu as rencontré ton associé en soirée. Tu penses qu'on peut rencontrer ses associés vraiment en boîte, en soirée, dans des bars, machin? C'est intéressant, ça, pour ceux qui cherchent des associés aussi. Moi, je suis convaincu que tu peux les rencontrer partout, tes associés. Après, c'est important de peut-être bien les connaître et de savoir ce qu'ils ont dans les tripes avant de t'associer avec eux. Mais par contre, je suis assez convaincu que tu peux rencontrer ton associé dans ton cadre de travail actuel, dans ta salle de sport, un peu n'importe où. Tu as rencontré des gens un peu qui t'ont servi en soirée? Énormément. Énormément. J'ai appris avec le temps que un des éléments les plus importants, en tout cas quand tu souhaites entreprendre, c'est le carnet d'adresses que tu as, le réseau que tu arrives à te constituer au fil du temps. Et donc c'est pour ça que, quoi qu'il arrive, il faut essayer de rester en contact avec les gens que tu as rencontrés, avec qui tu as partagé des moments, parce que potentiellement, plus tard, ça peut te permettre de rentrer plus facilement dans tel endroit, d'ouvrir un nouveau marché, de bénéficier de son expertise sur un sujet sur lequel toi, tu n'es pas forcément expert. Et donc ça, je l'ai appris un peu tard, et je pense que c'est aussi une des clés du succès que j'ai eu après dans les autres aventures entrepreneuriales que j'ai pu mener. C'est vraiment ma faculté à pouvoir m'entourer de gens que j'arrive à faire adhérer à mes projets d'entreprise. Ouais, t'es arrivé. Et j'ai pas compris pourquoi tu pars en CAP pâtisserie, alors que tu es en études de commerce, avant de reparler de Fundora et de comprendre les investissements qui donnent envie, parce que tu dis x6, x8, ça fait quand même rêver, quoi. Ouais, alors ça fait rêver, attention. C'est sur 10 ans? C'est sur 10 ans, c'est des placements qui ne sont pas garantis, c'est des placements qui comportent un risque quand même de perte en capital et d'illiquidité, j'aurai l'occasion de revenir dessus. Donc je ne veux pas penser, parce qu'aujourd'hui, tu sais, sur Internet, tu vois plein de choses, il y a plein de... Tout le monde a des produits miracles. Voilà, tout le monde a des produits miracles où on va te dire... on est à Dubaï, devant sa Lamborghini. Premier red flag déjà. Voilà, premier red flag. On est devenu millionnaire en commençant avec 5 €. En deuxième red flag. Mois. Ouais. Ça, il ne faut pas écouter. C'est plutôt... Non, mais c'est vrai que les fonds d'investissement, il y en a qui font des... En fait, il y a les mecs qui ont compris la finance et les autres. Et du coup, en fait, quand on voit ça, ça donne envie d'en faire partie. Ouais, complètement. Ça donne envie d'essayer de comprendre la finance, les placements, les trucs. Parce que tu dis, tiens, si tu arrives à mettre 1 000 €, dans 10 ans, si c'est 6 ou 8 000, c'est extraordinaire. Non, mais complètement. Et puis surtout, aujourd'hui, on a une période où il y a énormément d'incertitudes sur les retraites, sur le financement des retraites. Il y a des gros débats, surtout. Mais il y a des gros débats aujourd'hui à l'Assemblée là-dessus. Et donc, effectivement, il faut, je pense, aujourd'hui, très tôt, penser à sa retraite, parce que de la génération de nos parents ou de nos grands-parents, c'était vraiment un acquis. Et je ne sais pas si, quand nous, on sera à la retraite, moi j'ai 38 ans aujourd'hui, je ne sais pas si, effectivement, on aura encore ce système de financement de retraite où on sera assuré de toucher notre retraite jusqu'à notre décès. Donc, pourquoi tu pars en boulangerie quand tu as 26 ans et que tu es en études de commerce? Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on avait fait cette première aventure entrepreneuriale dans le meuble avec mon frère. 3 ans de galère. D'accord, 3 ans de galère à décharger les containers qui arrivaient, les meubles qui nous tombaient dessus, à prendre la camionnette du beau-père de mon frère, à partir au salon à Cologne, en Allemagne, avec les meubles chargés dans la camionnette, installer les stands, désinstaller. Vraiment, mais c'était une aventure où en fait, on a mis les mains dans le cambouis. Putain, tu me l'as enlevé l'expression de la bouche. On a mis les mains dans le cambouis. T'as appris? Oui, j'ai appris. J'ai appris sur le tas, un métier que je ne connaissais pas. Et en fait, on a vu dans l'adversité que même si ça ne fonctionnait pas, on était content de bosser ensemble et on se disait, OK, c'est pas grave, on va refaire quelque chose. Et donc, quand l'aventure dans cette première entreprise s'est arrêtée, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait envie de continuer à entreprendre ensemble. Et cette fois, on voulait faire les choses différemment. On avait appris un peu de nos erreurs où on était parti la fleur au fusil la première fois. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on adore la nourriture.
Voilà, on vient d'une famille d'épicuriens où vraiment la bonne bouffe, c'est hyper important. Et le symbole de la bonne bouffe, c'est aussi le pain. Le pain qui, en France, est un produit... Et meilleur qu'ailleurs. Et meilleur qu'ailleurs, est un produit hyper important que tu retrouves sur la table de bon nombre de foyers en France. Et j'ai ce souvenir, moi, de quand je suis petit, mon père, déjà, faisait le tour du quartier quand on déménageait pour aller chercher la boulangerie où il y avait la meilleure baguette, le meilleur pain. Et on était prêt à faire cette distance supplémentaire, pas pour aller dans la boulangerie la plus proche, mais vraiment dans la boulangerie qui proposait les produits de meilleure qualité. En tout cas, qui nous semblaient être des produits de meilleure qualité. Et donc, on avait quand même cette envie de faire du bon, de bien manger. Donc à ce moment-là, on est en 2011, on est sur une période, tu sais, post-crise. On vient de sortir de la crise des subprimes. En 2008 ? Ouais, 2008, exactement. Et l'économie a eu quand même du mal à repartir à ce moment-là. Et nous, on se dit, on veut aller dans un secteur qui est un secteur anti-crise. Et donc, nous vient l'envie d'aller sur la boulangerie. Pas par hasard, parce que aussi on connaissait un de nos voisins qui était dans ce domaine-là et on avait vu qu'il avait fait une belle réussite dans le domaine de la boulangerie. Merci de donner la vraie raison, parce que j'allais te dire, moi je veux la vraie raison. Tu dis, tu quittes les études de commerce pour faire boulangerie, soit c'est ta passion quand t'es gamin, mais il y a une raison autre que j'aime la bonne bouffe. Tu vois. Non, je suis d'accord avec toi. Parce qu'il y a une raison. En fait, il faut qu'il y ait de la passion et du business. Exactement. Ça tient pas. Exactement. Non, mais complètement. Et donc, il y avait de la passion parce que, alors j'aurais pas utilisé le terme passion, mais en tout cas... Mais tu vas pas sur un truc que t'aimes pas. Exactement. Je pense que pour être bon dans ce que tu fais, il faut aller sur des sujets que t'aimes. Voilà. Et aujourd'hui, sur Fundora, moi, j'adore l'investissement. Je suis passionné d'investissement dans l'économie réelle. Et donc, c'est pour ça que je m'épanouis complètement dans ce que je fais. Et donc, sur la boulangerie, pour revenir dessus, nous, on est rassurés par le fait qu'on a dans notre entourage une personne qui a fait une très belle réussite dans la boulangerie. Et donc, tu dis, c'est possible. Et c'est possible. Et j'ai aussi mon père qui me dit, écoute, moi, j'ai un patient qui a fait une réussite extraordinaire, qui a arrêté l'école à 16 ans, qui a passé son CAP, et puis qui a ouvert 1, 2, 3 boulangeries. Et aujourd'hui, il a fait une très belle réussite. Donc, quand on est allé voir mon père et ma mère pour leur parler de ça, en fait, ils n'ont pas été inquiets, ils ont été assez rassurés. Ils se sont dit, on a vu qu'ils évoluaient bien ensemble. En fait, c'est que ça fait des milliers d'années que ça existe, des boulangeries. Exactement. On fait du pain depuis avant les Romains. Exactement. Donc, au final, tu vas faire des études en boulangerie. Ouais. Est-ce que c'est extrêmement difficile? Moi, j'ai eu l'occasion de parler à des boulangers plein de fois dans ma vie qui me disent que le rythme de vie, il est extrêmement violent. Le rythme se lever, c'est horrible. Le rythme de vie, il est extrêmement violent. Bravo à tous les boulangers et pâtissiers, d'ailleurs. C'est un métier, vraiment, je pense, de passion, pour le coup, parce que c'est un métier qui est très dur. Tu te levais à quelle heure? On se levait à 2h du matin. Putain, c'est fou, c'est l'heure à laquelle on peut se coucher. J'ai une bonne anecdote là-dessus. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, à ce moment-là, j'habitais à Paris, dans un petit appartement. Et mon premier stage, quand j'ai fait ma formation en pâtisserie, parce que moi, j'ai fait un CAP en pâtisserie, mon frère en boulangerie, j'étais une boulangerie qui était à Pigalle. Et moi, j'habitais à côté de Pigalle. Et donc, le premier jour, je m'en souviens, c'était un lundi, et il y avait des gens qui sortaient de soirée, et que je voyais errer dans la rue, un peu alcoolisés. Il était 3h du matin. Et moi, je me dirigeais à pied pour rejoindre mon premier stage en boulangerie-pâtisserie. Et ça m'a marqué parce qu'en fait, j'avais 24 ans à cette époque-là. Tu voyais les gens se coucher. Et je voyais les gens se coucher. Je voyais en fait ma vie d'avant. Et là, je me disais, ça y est, en fait, ça, c'est ta vie d'avant. Maintenant, c'est une autre vie. Tu te lèves à 3h du matin pour aller travailler. Et tu vas aimer les études de boulangerie? Écoute, j'avais vraiment une motivation extrême parce que on avait envie de tout de suite reprendre une boulangerie après notre diplôme. D'accord ? Donc, on avait une motivation qui était super importante à se former rapidement, à apprendre vraiment les règles de l'art, parce qu'on n'avait pas envie d'être juste des managers dans la boulangerie. On avait envie de faire nous-mêmes, de mettre les mains dans la pâte, avant, effectivement, de construire des équipes, mais aussi montrer l'exemple vis-à-vis des personnes qu'on allait recruter. Comme tu sors en plus d'un échec, tu as envie de remonter sur le vélo tout de suite. Tu vas acheter une boulangerie en 2012. Ouais, 2013. Ouais. Tu l'ouvres en 2013, c'est ça? Première boulangerie, donc Ernest et Valentin. Comment vous la financez, cette première boulangerie? Est-ce que c'est vos parents qui vous aident un petit peu au départ? Comment ça marche? Alors, il faut savoir que l'entreprise précédente n'a pas été un succès, mais ça n'a pas été un total échec non plus. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on avait de la trésorerie sur cette société, parce qu'on se payait vraiment très, très peu.
Et on a utilisé l'argent et la structure de la société, on a changé l'activité et on a gardé cet argent pour aller faire un emprunt bancaire. Et donc à ce moment-là, nous on se dit, bon, on est diplômé de grandes écoles de commerce, on a la tête bien faite, on va aller voir les banques, on a passé notre CAP et on va leur dire qu'on va aller racheter une boulangerie. Et donc c'était assez marrant parce que le matin, on avait la formation, les cours commençaient à 6h du matin jusqu'à 13h et après on avait notre deuxième vie qui commençait. On allait les après-midi visiter les fonds de commerce, prendre des informations sur les différents, les meuniers qui te vendent la farine, le lait, le beurre, les différents fournisseurs. Et donc, on avait des journées bien complètes. Et en plus de ça, quand on s'est arrêté sur une première affaire dans le 12e arrondissement, il a fallu préparer le dossier bancaire. Et donc là, mon frère, qui avait une expertise un peu plus importante sur Excel, s'est mis à pianoter un business plan. Et au début, on s'est dit, bon, ça va aller. On est deux jeunes, plein d'ambition, on va aller déposer notre dossier, on rachète une affaire qui est rentable. Vous avez besoin de combien d'argent? Alors, nous, on avait emprunté de mémoire 450 000 euros. C'était une affaire qu'on avait rachetée 600 000 euros. Et elle était où, l'affaire? Elle était dans le 12e rue de Charenton. Dans Paris? Dans Paris, okay. Exactement. Elle était dans Paris. C'était une famille qui tenait cette affaire, qui était là depuis quelques années. Donc, tu avais le père, la mère, le fils, la fille, le gendre. Ils arrêtaient? Et eux, ils arrêtaient pas, ils rachetaient une autre affaire plus grosse. Parce que c'est un peu comme ça, en fait, que tu crées ton patrimoine, tu rachètes une première affaire, tu la développes, ensuite tu revends cette affaire et tu vas racheter une affaire un peu plus grosse. Parce que tu as cet effet de levier, tu sais, avec un emprunt bancaire que tu prends. Et là, tu vas la lancer, la boulangerie? Ça a marché tout de suite ou c'est... Écoute, ça marche tout de suite. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait une reprise d'activité. D'accord ? Donc, c'est une entreprise qui génère déjà un certain chiffre d'affaires, qui a déjà quelques salariés. Sauf que comme les équipes qui constituent la boulangerie partent, on se retrouve avec mon frère, moi et 2 autres salariés. Sachant qu'avant, ils étaient 9 pour faire tourner la boulangerie. Et assez marrant, on reprend ça, je m'en souviendrai toujours, le 29 juillet 2013. 29 juillet 2013, et les prédécesseurs, avec qui on avait passé beaucoup de temps et qui nous avaient bien formés, nous disent « Vous inquiétez pas, le mois d'août, c'est très calme. » Donc, vous allez avoir le temps de vous faire la main sur les produits, de commencer à apprendre à connaître la clientèle. Et donc, nous, on part en se disant, bon, bah, ça va aller, en fait, on va pouvoir se rôder. Sauf que manque de peau, toutes les boulangeries autour étaient fermées. On était la seule boulangerie à la ronde à être ouverte au mois d'août. Et donc là, on se prend des rafales de 1000, 1500, 2000 clients dans la journée qui viennent acheter leur pain. Sauf que nous, c'est nos premiers jours en tant que... T'ouvres quand les autres ferment, quoi. Exactement. Et donc là, on se retrouve... C'est la catastrophe. Vraiment, les premiers jours, les clients ne sont pas contents, on n'a pas assez de pain, on est en rupture de pain tout le temps. En plus, ils voient qu'il y a un changement de propriétaire. Donc, tu sais, les gens, ils ont du mal avec le changement. Hein. Donc, quand ton boulanger, il change, tu te dis, ta première réaction, c'est le suivant, il va être moins bon. Et en plus, on est arrivé dans une période où on avait un pic d'activité énorme et nous, on n'était pas préparés à ça. Et donc, on a travaillé d'arrache-pied. C'était des journées, on démarrait à 2h, on finissait à 23h. Moi, à ce moment-là, j'avais récupéré l'appartement qui était au-dessus, l'appartement du boulanger, et je dormais là. Putain, t'es dans la roue du hamster. Ah, je suis dans la roue du hamster. Ce qu'on appelle la roue du hamster, c'est ça s'arrête pas, tu cours après ta vie, quoi. C'est exactement ça. Je suis dans la roue du hamster, et là, vraiment, j'ai le temps de rien. Je me coupe de ma vie sociale, je vois plus d'amis, plus de famille, et je ne fais que travailler. Et ça, je suis content de l'avoir fait avec mon frère, parce qu'on a réussi à se soutenir, de se serrer les coudes pendant cette période qui a été vraiment difficile. Mais du coup, vous gagnez de l'argent. Si vous vendez tout le pain, c'est-à-dire que ça fonctionne, le business marche. Le business marche, effectivement, le business marche. T'arrives à suivre après ? Ouais, on arrive à suivre parce qu'en fait, on a cette période de rodage qui est quand même difficile. Non, mais ce qui est intéressant dans ton parcours, comme ça, vous savez, tu crées ta boulangerie, 2 ans plus tard, vous êtes élu meilleure boulangerie d'Île-de-France. Attends, c'est quand même fort pour des mecs qui étaient en école de commerce, qui n'étaient pas boulangers. 2 ans plus tard, bravo, ça c'est fou. Vous allez passer dans l'émission d'M6 d'ailleurs, après la meilleure boulangerie. Exact. Ça va vous servir à quelque chose de passer sur cette émission ? Bah écoute, ouais, ça fait venir énormément de clients. Tu le vois ? Ouais, il y a des gens qui viennent, ils disent « je vous ai vu sur M6 ». Il y en a plein qui viennent, il y en a qui viennent de loin. Et en fait, c'est ça la nouveauté. C'est-à-dire qu'on a des gens qui venaient même de province pour goûter les produits qu'ils avaient vus à la télé.
qui nous demandaient des photos. Et donc là, à ce moment-là, ça a été vraiment un moment un peu d'euphorie, parce que toutes les équipes, on a 2 boulangeries à ce moment-là, et toutes les équipes, on est 25-30 salariés. Toutes les équipes sont vraiment ultra motivées et sont fiers aussi de passer à la télé, de travailler pour Ernest et Valentin, qui commence à être connu auprès du grand public. Donc c'est vraiment une satisfaction. Et pareil, là, il faut suivre, parce que les volumes augmentent fortement à ce moment-là. C'est quoi, Ernest et Valentin? C'est un nom que tu as pris au hasard? Tu as pris 2 prénoms Ouais, c'était le prénom de nos grands-pères, paternels et maternels. Comment ils s'appellent? Auguste et... Augustin, Michel Augustin. Michel et Augustin, ouais, je crois qu'il s'appelle, c'est dans son nom de famille, non, Augustin? Non, je crois qu'il il s'appelle Augustin. Ouais, il s'appelle Augustin. D'accord. J'ai oublié son nom de famille, mais son prénom, c'est bien Augustin. On les embrasse. Et ça a marché. Il y a 17 boulangeries aujourd'hui. Ouais, il y a 17 boulangeries aujourd'hui. Tu l'as vendu, ça, ou Ouais, moi j'ai vendu mes parts, en fait, il y a 5 ans maintenant. J'ai vendu mes parts en partie à mon frère. Qui lui continue à faire tourner le business, qui est resté dedans et qui effectivement aujourd'hui continue son développement. Et donc c'est vraiment une superbe aventure entrepreneuriale qu'a été ce moment chez Ernest et Valentin. Enfin, là on parle de superbe aventure entrepreneuriale, mais quand même tu disais, j'ai transpiré pendant 5 ans, j'ai perdu 10 kilos. Ouais. Enfin t'as cravaché quand même. J'ai cravaché. C'est important de vrai parcours, parce que c'est bien de pas vanner sur les plateaux, des mecs, parfois tu regardes exactement comme tu disais, des mecs qui disent j'ai fait fortune, j'ai réussi, machin. Et en fait c'est ça qui est agréable aussi ici, sur les gens, c'est d'avoir des vraies discussions et de montrer qu'en fait c'est pas tombé tout cru. Ah non, c'est pas tombé tout cru, et de toute façon les gens qui vous disent qu'ils ont réussi et que c'est tombé tout cru, a priori faut pas trop les croire. Voilà. Faut pas trop les croire. Exactement. On a énormément travaillé. Voilà. On s'est entouré aussi. C'est hyper important, parce que les gens pensent que le succès vient d'une seule personne dans une entreprise, mais c'est pas le cas. Il faut s'entourer, il faut faire adhérer les gens à un projet, à une vision, pour leur permettre derrière d'être à fond derrière et de permettre à la société de bien croître. Là, on va parler de Fundora juste avant. Quand tu es boulanger, que ça fonctionne bien, tu sais que tu avais eu des bagarres. Ouais. Qui se bat dans une boulangerie? Comment tu te retrouves? Parce que dans une boîte de nuit, un bar, un truc, tu sais que ça peut se... Voilà. Comment ça se bat dans une boulangerie quand tu fais la queue pour du pain? Alors, c'est une très bonne question, et ça nous est arrivé pas seulement une fois, ça nous est arrivé plusieurs fois. Tu sais, dans les fournils à Paris, surtout à Paris, c'est des petits fournils assez exigus, il fait chaud, t'es près du four, t'es fatigué, tu portes des grosses charges, des sacs de farine, 25 kilos, tu montes, tu descends. Et donc, t'es vraiment dans une proximité très importante. Et donc, la moindre petite étincelle peut faire tout péter. Et c'est ce qui s'est passé plusieurs fois, des embrouilles entre 2 boulangers. Ah, c'est des salariés qui... Ah ouais, c'est des salariés. Ouais. Ils se tapent dessus? Ouais, des salariés. On a eu des problèmes aussi, parfois avec des clients un peu alcoolisés. On a eu ce genre de sujet. Mais effectivement, c'est sur les 8 années où je suis resté chez Ernest et Valentin, c'est revenu plusieurs fois. Tu as eu des menaces au couteau? Ouais, on a eu des menaces au couteau. On a eu effectivement un salarié qui a menacé un autre salarié avec un couteau de cuisine. Ça te fait marrer, mais je te jure que sur le moment... T'arrives le matin, tu te dis, bon allez, les emmerdes, c'est parti. Exactement, tu commences ta journée, en plus c'était de nuit, donc là, t'as ton téléphone qui sonne, il est 3h du matin, t'es en train de dormir, ta femme à côté, et on te dit, faut venir tout de suite, il y a un salarié qui a menacé un autre avec un couteau. Et là, tu sais que ta journée, elle part pas bien. Aïe, aïe, aïe. Et alors, tu as eu un autre sujet aussi, quand on est entrepreneur, ou pas d'ailleurs, mais le cambriolage. Ouais. Tu t'es fait cambrioler combien de fois en 7 ans? Je les ai plus comptés. Il y en a eu tellement des cambriolages que j'ai arrêté de les compter. Et après mon départ de l'entreprise... Ça a continué? Ça a continué. Ça a continué. Toujours la même boulangerie ou c'est... Non, alors souvent la même boulangerie, mais pas que. On a vraiment eu ça dans plein de cas. Tu as eu des caméras de surveillance? Ouais, j'avais des caméras de surveillance. C'était qui volait? Enfin, c'était des salariés? Ouais, on a eu un peu de tout. On a eu des gens de l'extérieur, on a eu d'anciens salariés, on a eu... D'anciens salariés qui revenaient? Ouais. Ah, j'ai une anecdote assez drôle à ce sujet. J'ai un ancien salarié qui est venu un soir. J'étais en boutique à la vente. C'était vraiment au début de l'aventure, ça. Et puis, il savait qu'il y avait une porte dérobée derrière pour accéder au fournil. Il avait le code d'entrée, il est rentré. Il est monté, il a désossé le coffre du mur et il l'a mis dans un carton.
et il est reparti avec le coffre sous le bras. Et donc, on voit les vidéos de surveillance. Je le vois, lui, en fait, qui repart avec le carton et le coffre sous le bras. Et donc, évidemment, je le reconnais tout de suite. Tu l'appelles avant d'appeler la police ou Non, je vais directement appeler la police. En fait, je n'appelle pas la police, je vais directement le lendemain déposer plainte. Et ouais, c'était une anecdote. Et les flics sont allés le chercher, du coup? Les flics sont allés le chercher, il a été arrêté. Il a remboursé? Non, il n'a rien remboursé du tout. Non, c'est vrai? Non, il n'a rien remboursé du tout, il n'avait pas les moyens de rembourser. Putain. Mais ils font pas une saisie sur salaire, sur la suite Je sais pas. Après, moi, j'ai pas eu le suivi de ce qui s'est passé pour ce salarié. Il t'a volé combien? En tout cas, il m'avait volé la recette, je sais plus combien c'était, mais c'était 1500, 2000 euros. Ah ouais. Putain, c'est fou de pas avoir à rembourser en France quand même. Quand tu fais une connerie, tu payes. Alors, tu peux avoir des saisies sur salaire, hein, attention. Même si c'est 50 balles par mois, mais ouais, bien sûr. sur 2 ans. Mais c'est un bon point et ça se fait. Il y a des saisies sur salaire. Si tu n'as pas payé tes impôts, on vient te chercher et c'est normal de pouvoir payer la dette qu'on a. C'est un chemin mené d'embûches quand même quand on ouvre un commerce, surtout avec son frère. Là, tu parles de travailler avec ton frère. On a eu 2 types d'entrepreneurs ici. Ouais. Enfin, on a tout type d'invités, mais souvent les entrepreneurs nous disent soit c'est horrible de travailler en famille, je veux plus jamais travailler en famille, au secours, machin. Soit c'est génial, tu vois vraiment ta famille, ta femme t'en profite, etc. Est-ce que c'est facile de travailler avec son frère? Non, c'est pas facile. Mais c'est pas facile de s'associer de toute façon dans la vie. De trouver le bon associé avec qui vous allez bien vous entendre, avec qui vous allez être complémentaires, c'est pas évident. Aujourd'hui, quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, chaque jour, vous avez des dizaines de décisions à prendre. Et donc, quand vous êtes plusieurs à prendre des décisions, il peut y avoir des désaccords. Alors, en l'occurrence, pour moi, je pense que ça a été une chance de travailler avec mon frère parce que c'était un projet qu'on avait mûrement réfléchi et on souhaitait faire ça depuis assez longtemps. Donc pour nous, ça a été un peu une évidence de travailler ensemble. Tu ramènes pas les problèmes à la maison quand même, le soir, en dîner, le dimanche avec les parents Ça peut arriver. Ça peut arriver et en fait, ce que tu dis est très juste, c'est-à-dire que ça peut briser des familles aussi. Une association familiale qui se passe pas bien, ça peut briser l'ensemble de la famille parce que derrière, les gens sont sommés de prendre parti et c'est pas évident. Dans notre cas, ça s'est super bien passé, du début à la fin. Il y a eu des zones où on n'était pas d'accord. Clairement, il y a eu des moments où on n'était pas d'accord, on n'était pas alignés sur la vision, mais on avait toujours cette bienveillance entre nous. Et je pense que ça, c'est un point important, c'est que on n'était pas dans une jalousie, quelle qu'elle soit, on était vraiment dans une bienveillance. Et quand il y en avait un qui était un peu moins bien, c'était à l'autre de faire le nécessaire pour le remonter. S'il y en avait un qui était un peu surmené, qui avait besoin de prendre un peu de repos, voilà, on faisait des efforts parce que le bien-être aussi de son frère, c'était pour nous plus important que le business au quotidien. On va faire rentrer Christian Junot maintenant, qui est expert de la relation à l'argent. On va parler justement de la relation qu'on a avec l'argent. C'est parti. Allez, on a fait rentrer Christian. Bienvenue, Christian. Merci. Christian Junot, J-U-N-O-D. T'es suisse, c'est ça, hein? Voilà, je suis suisse, absolument. J'ai voulu qu'on se tutoie, tu m'as dit on se tutoie avant. Voilà. Ça veut dire quoi, expert à l'argent? Alors, expert de la relation à l'argent, ça veut dire que je décrypte les comportements. Les comportements, c'est la partie visible. Et moi, je vais voir ce qu'il y a derrière pour pouvoir changer les choses. Parce que ça parle autant de notre situation financière, ça parle du fait d'être dépensier compulsif, de garder son argent frileusement, de ne pas pouvoir discuter d'argent en couple ou avec un associé, par exemple, ce genre de choses-là. Parce que tu fais des conférences, c'est ça? Tu fais des ateliers, des conférences comme ça. On a vu, on cherchait justement pour parler un peu du rapport à l'argent. On va en parler après. Toi, quand tu as créé Fundora, comment tu l'as financé au départ, comment tu as vendu tes parts. On va en parler aussi de ta précédente boîte. Alors, tu fais des ateliers, des conférences où tu fais. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, alors je fais des conférences parce que la première chose, c'est de faire prendre conscience aux personnes que tout le monde a une relation à l'argent, mais beaucoup ne le savent pas. Puis les ateliers, c'est vraiment là pour transformer ce qui peut l'être, pour justement qu'on puisse être plus à l'aise, plus serein avec les questions d'argent, qu'on puisse se lancer dans un projet de cœur, par exemple, ou qu'on puisse discuter d'argent, qu'on puisse se faire plaisir avec son argent. Voilà, des choses comme ça. C'est-à-dire quoi? On a une relation avec l'argent, on n'est pas au courant? Mais parce que l'argent est très tabou en France, en fait. On ne parle pas d'argent, on n'aime pas d'argent. Tout à l'heure, tu parlais d'un témoignage sur la jalousie qui s'exprime rarement en face, en fait. Coluche avait une expression que je trouvais géniale pour les Français. Il disait « En France, c'est bien connu, les pauvres sont les gentils, les riches sont les méchants, et bien sûr, tout le monde veut devenir méchant. »
Donc, ça parlait bien de cette sorte de déchirement intérieur. Donc, c'est pas bien d'avoir de l'argent. Et en même temps, j'ai envie d'avoir de l'argent. Et en même temps, exactement. Et toi, tu étais banquier, hein, c'est ça, pendant des années? Oui, j'étais 23 ans à la banque, 17 ans conseiller en placement financier. En Suisse? En Suisse. Donc, j'avais affaire à ceux qui avaient bien plus d'argent que la moyenne. Toi, tu trouves que les gens sont gênés de gagner de l'argent, c'est ça que tu disais? Alors, une partie d'entre eux sont gênés de gagner de l'argent. Il y a ceux qui n'ont aucun problème et aucun état d'âme, de manière éthique ou pas, il n'y a aucun problème. Mais il y a toute une partie de personnes pour qui, effectivement, gagner de l'argent, c'est comme entrer dans une autre caste, une autre forme de gens auxquels je n'ai pas forcément envie de ressembler. Il y a 4 profils d'êtres humains face à l'argent, justement. Tu les comme suit, voilà. Tu dis, c'est toi qui as inventé ça ou c'est un truc que tout le monde utilise? Ouais. Non, c'est toi Alors qui l'as inventé. non, moi j'ai eu la chance de connaître un gars qui s'appelle Peter Koenig. C'est un gars qui a fait des années de recherche sur la relation à l'argent dans les années 80-90. J'ai organisé des ateliers pour lui et lui m'enseignait ça. Mais moi j'ai donné des noms à ces profils que lui n'est pas fait. Alors il y a le profil écureuil. L'écureuil, c'est qui fait des réserves, des noisettes de côté. Mais simplement, le profil écureuil, l'épargne est un but en soi parce que je projette des choses positives sur l'argent. L'argent, c'est la sécurité, la liberté, le bonheur, la dépendance. Donc, ma croyance, plus j'ai d'argent, plus je suis la chose. Ça marche pas. C'est celui qui veut pas trop dépenser et qui va vouloir emmagasiner. Voilà, il veut emmagasiner. Certains se font un peu plaisir, d'autres se font pas plaisir du tout, donc ils économisent plus ou moins vite. Et effectivement, là, on est coincé parce qu'il y a souvent des peurs. La peur. Est-ce que c'est pas tout le monde un peu d'avoir envie d'en avoir sur son compte parce que c'est rassurant d'avoir un peu d'argent, de se dire tiens, je peux tenir tant de trucs, tant de temps. Ah bah j'ai fonctionné comme ça, hein. Moi j'étais très bien payé et je voulais toujours plus d'argent. Et malgré tout, j'étais stressé avec l'argent. J'avais la vente, la boule au ventre, je faisais mes paiements. Parce qu'au fond, la peur de manquer, qui est vraiment la problématique numéro 1 dès qu'il s'agit d'argent, elle touche autant des multimillionnaires que des gens qui n'ont pas d'argent. Et ça, c'est assez fascinant. Ah oui, c'est fascinant de voir que les multimillionnaires, ils voient toujours le verre à moitié vide, ils pensent qu'il n'y en a jamais assez, qu'ils se comportent comme s'ils n'en avaient pas. C'est surprenant. C'est quoi le repousseur? Ça, c'est le deuxième profil en rapport avec l'argent. Le repousseur, c'est les personnes qui ne font pas ce qu'il faut pour que l'argent arrive à eux. Ça peut être des super entrepreneurs, parfois, qui font un super job, mais je vois des entrepreneurs qui ne facturent pas, qui négligent les questions d'argent et qui ne Ils ne sont pas bons gestionnaires, quoi. Alors, ils ne sont pas bons gestionnaires, mais des fois, ils auraient droit à des soutiens. Ils ne font même pas les démarches pour ça. Donc, ils ont des comportements qui font que l'argent n'arrive pas à eux. Et eux ont des projections, une perception négative de l'argent. Donc, inconsciemment, ils le gardent à distance. Ça, il y en a des entrepreneurs qui n'arrivent pas à gérer leur business alors que leur business est bon et parce qu'ils n'ont pas un bon rapport avec l'argent, ils n'aiment pas ça, ils ne facturent pas, et voilà. Oui, ils bossent beaucoup parfois, ils sont talentueux et ça n'a rien à voir avec ça, quoi. Il y en a un autre, c'est le troisième sur 4, c'est la montagne russe. Qu'est-ce que c'est? Oui, montagne russe, comme son nom l'indique, c'est des phases de hausse, puis des phases, d'un coup, tout fout le camp. Moi, je viens d'une famille de montagnes russes. Mon père a fait 2 faillites, mon oncle a fait faillite 1 fois, mon frère 3 fois. Donc ça marche un moment, puis d'un coup, hop, ça se pète la gueule. Mais ça veut dire que le montagne russe, ça peut être un accident de vie, un divorce qui se passe mal. Moi, j'ai des clients qui ont quitté des pays en guerre, qui ont tout laissé sur place, donc on repart à zéro. Mais ça peut être aussi des personnes qui disent, dès que j'ai un peu d'argent, il m'arrive un coup dur, tout qui fout le camp, ou c'est plus fort que moi, j'ai la fièvre acheteuse et je dépense tout. Et alors le dernier, 4e profil en rapport à l'argent, c'est celui que tu appelles le rapport sain. Alors, c'est celui où on sortirait des projections, parce qu'en fait, dans les 3 premiers rapports, chaque fois quand on projette quelque chose sur l'argent, on ne voit plus l'argent pour ce qu'il est, on voit l'argent pour ce qu'on y colle dessus. Sécurité, liberté, source de conflit, injustice, tu vois, on colle dessus. Et le rapport sain à l'argent, c'est de voir l'argent juste pour qu'il est, et à quoi il sert. Parce qu'au fond, l'argent, il sert à quelque chose de très simple, et on l'a oublié, et on donne un pouvoir à l'argent que l'argent n'a pas, et ça, c'est un grand piège. Ça vient d'où notre peur de manquer? Est-ce que c'est l'enfance, c'est l'éducation? Alors, c'est beaucoup l'enfance. Potentiellement, dans la peur de manquer, soit c'est une peur qui ne m'appartient pas. Si un ou l'autre de mes parents a une grosse peur de manquer, potentiellement, je suis imprégné de ça, elle ne m'appartient pas. Dans ce cas-là, c'est quelque chose qu'on peut se libérer assez vite. Ou l'autre chose, c'est qu'effectivement, c'était mon cas, je pense manque de présence, manque d'affection, manque de confiance, manque d'amour, et puis quelque part, on est une sorte de manque affectif qu'on essaye de compenser par plein de choses, dont l'argent. Tu dis qu'associer l'argent au bonheur, à la liberté, j'ai noté dans tes conférences, où des choses négatives, c'est pas bon. Alors, je dis pas que c'est pas bon, je dis que ça marche pas. C'est-à-dire que si on court après l'argent pour être heureux, s'il suffisait d'avoir de l'argent pour être heureux, ça se saurait. Tu as eu plein d'exemples toi-même dans tes interviews, on le voit avec les gens people et tout. Ils ont de l'argent, ils ne sont pas forcément heureux pour autant. Donc on voit bien que ça se joue à d'autres niveaux, même si c'est agréable et confortable d'en avoir. Et puis associer argent, liberté, sécurité, c'est-à-dire qu'on va courir après l'argent pour être sécure et libre, comme je l'ai fait moi. Simplement, mon problème, c'était pas l'argent. L'argent, j'en manquais pas. Mon problème, c'était que intérieurement, j'étais très insécure et que je cherchais à compenser cette insécurité à l'extérieur, alors que mon problème était là. J'ai dû m'occuper de mon insécurité, de mon estime de moi, pour pouvoir revoir l'argent pour ce qu'il est. Est-ce que l'argent fait le bonheur, du coup?
Alors déjà, l'argent en tant que tel ne pourrait pas faire le bonheur, ce serait déjà l'utilisation de l'argent qui ferait le bonheur. Parce que l'argent, c'est des tas d'argent, des chiffres sur l'ordinateur. Non, mais est-ce que quand on est riche, on est plus heureux? Non, je ne pense pas. Toi qui en as vu beaucoup en Suisse en tant que banquier. En tout cas, c'est pas mon expérience. C'est-à-dire que on peut avoir un confort matériel, mais on se divorce comme les autres, on est malade comme les autres, on est en pétard avec ses gamins comme les autres, enfin, on est dépressif, alcoolique. J'ai vu tout ça, quoi. Donc, on peut être heureux avec de l'argent, on peut être malheureux avec de l'argent. Parce que c'est quand même une phrase de mec qui a du pognon, de dire l'argent fait pas le bonheur, les gars. Mais il y souvent contribue. voilà. C'est souvent quand même des mecs qui en ont un peu qui peuvent dire ça. Parce que quand tu peux pas payer tes factures, bien sûr, en fin de mois, et que tu as la boule au ventre pour payer ton loyer, etc., déjà tu serais un tout petit peu moins malheureux si tu avais de l'argent, quand même. Alors, c'est pas pour ça que tu en as, par contre, et c'est pas pour ça que tu serais heureux, même si. Ouais, non, mais je te rejoins et j'ai beaucoup d'empathie, de compassion pour ceux qui. C'est une galère tous les jours et qui sont stressés. Pour payer parce que c'est une source de stress potentielle. Permanente. Comme nos enfants peuvent être une source de stress, comme d'autres choses peuvent être une source de stress, ça je le comprends très bien. Ce que je veux dire par là, c'est que très souvent les gens fantasment qu'il suffit d'avoir de l'argent pour que. Et je peux te dire, moi j'ai vu tellement de gens hériter de l'argent et des beaux montants et avoir de nouveaux problèmes qu'ils n'avaient pas avant. Parce que c'était une telle pression pour eux de bien faire avec cet argent-là, parce que c'était gagné 1, 2, 3 générations d'avant. Ils avaient tellement peur d'être celui qui allait merder et celui qui allait tout en l'air. Voilà, qu'ils étaient surstressés avec les questions d'argent qu'ils n'avaient pas avant d'avoir hérité. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a tellement de choses irrationnelles et contradictoires dès qu'il s'agit d'argent. T'hérites d'une charge mentale, en fait. Absolument, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment une charge mentale. Tu tapais question qu'on se pose sur le rapport à l'argent sur Internet. Première question, c'est comment je peux savoir si je gagne suffisamment bien ma vie? Alors, notre vie, on l'a gagnée à la naissance, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Plus elle l'a gagnée, on va la perdre un jour. Et puis, je veux dire, moi, j'essaie de me poser l'intérêt de cette question-là. Parce que pour moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est est-ce que je suis heureux ou pas? Est-ce que je suis heureux ou pas? Et qu'est-ce que je mets en place pour être heureux? Parce qu'en fait, on peut être heureux avec moins d'argent, on peut être malheureux avec plus d'argent, parce qu'au fond, il y a une expression magnifique en français qui dit le verre à moitié plein, à moitié vide. Deux personnes qui auraient la même situation, un a tendance à voir tout ce qu'il a déjà, l'autre a tendance à voir tout ce qu'il n'a pas. Un, il sera malheureux, et l'autre sera plutôt bien dans ses baskets. On a reçu André Comte-Sponville ici. Oui, j'adore. On parle du bonheur, on parlait du malheur. Du coup, je lui ai dit comment on sait si on est dans le bonheur. Il m'a dit, bah, tu le sais, en fait, le bonheur, c'est l'inverse du malheur. Donc, si tu n'es pas dans le malheur, quelque part, tu es dans le bonheur. Donc, dis-toi le matin, est-ce que tu es vraiment dans un malheur ambiant? C'est pas dans un malheur, en fait, c'est dans le bonheur, sans te rendre compte. Ouais. Intéressant, ça aussi. Mais oui, moi j'aime beaucoup. Et si tu veux, pour moi, l'esprit d'abondance, j'appelle l'esprit d'abondance, la capacité à avoir tout ce qui est déjà là, fait tellement de différence dans notre vie. Et je pense qu'on a ça à cultiver aujourd'hui. Alors, dernier sujet qui est assez passionnant. Il faut combien d'argent sur un compte? Toi, tu es suisse, hein, parlons pour ton cas. Oui. Il faut combien d'argent sur un compte pour avoir 1 500 € par mois de revenus passifs quand c'est bien placé? Bon. Tu peux acheter un appartement à 500 000 aussi, bien le trouver, puis avoir un locataire à 1 500. Exactement, mais encore une fois, c'est pas garanti. Voilà. C'est-à-dire que le locataire, il peut être là, et puis il peut partir, et il faut en retrouver un autre. Ou le locataire qui ne paye pas. Ou le locataire qui ne paye pas. Donc tu peux avoir quand même des sujets. On va dire entre 400 000 et 1 million en fonction des placements. Exactement. Tu peux avoir 1 500 € par mois à vie. Merci Christian. Je mettrai ton contact, si tu veux, dans la description. Avec plaisir. Je sais pas, voir ce que tu fais, tes conférences, etc. Je mettrai tout. Mes livres aussi, j'ai plusieurs livres là aussi. Eh ben, je vais tout mettre dans la description, si vous voulez, sur la vidéo YouTube, directement en lien cliquable. Et puis pareil, dans la description des podcasts audio, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, Amazon Podcast. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. On va continuer l'émission sur Fundora. Allez, voilà, de retour. C'était intéressant le rapport à l'argent. Super intéressant. De comprendre les profils. On a vraiment un rapport à l'argent très différent. Toi, ton rapport à l'argent, tu vas le connaître en 2020. C'est là que tu vas quitter donc, ton premier business, ton deuxième business. Tu as fait les meubles, ensuite les boulangeries. Vous allez monter, donc on le disait tout à l'heure, à 150 collaborateurs. Ça cartonne. Ouais. Vous en ouvrez combien, en fait Écoute, moi, quand je pars, on a 7 boulangeries. Voilà, on fait déjà plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. On a 150 collaborateurs, comme tu le dis. Et effectivement, à ce moment-là, moi, je décide de quitter l'aventure parce que, effectivement, j'ai moins l'excitation du démarrage. Moi, ce que j'aime vraiment dans l'entrepreneuriat, c'est voir les problèmes qui s'amoncellent au début, de pouvoir les régler. Une fois qu'il y a moins de problèmes, ça m'intéresse un petit peu moins. C'est-à-dire, je suis moins bon pour la gestion... la pérennisation. La gestion quotidienne. Et du coup, à ce moment-là, j'ai senti que j'avais besoin, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis super curieux. Et puis, j'avais commencé quelques mois avant à réaliser des investissements, ce qu'on appelle en business angel. Alors, c'est un grand mot qui veut juste dire... Investisseur. Investisseur dans les startups.
Et je voyais que ça me plaisait énormément et que j'y prenais beaucoup de plaisir parce que je rencontrais des fondateurs d'entreprises qui avaient envie de changer le monde, en fait. Donc tu vas quitter ta boîte, enfin tu vas vendre tes parts à ton frère n'abandonne pas le navire, il reste. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a 17 boulangeries. C'est lui qui est toujours ou pas? C'est lui qui est toujours, ouais. Donc ça continue très bien. Ça continue très bien. Et toi, tu vas sortir, il va te racheter des parts. C'est quoi la fourchette à peu près pour qu'on comprenne combien tu as réinvesti Ouais, écoute, j'ai réinvesti plus d'1 million d'euros dans les différentes sociétés start-up, donc les jeunes entreprises technologiques dans lesquelles j'ai investi, et j'ai gagné plusieurs millions d'euros. Ah, tu veux dire en vendant les parts? En vendant les parts. C'est ça. Tu vas réinvestir 1 million, donc où tu te dis, tiens, je peux tout perdre, parce que le principe d'investisseur, quand tu investis sur des boîtes qui sont toutes récentes, c'est que tu peux vraiment les cracher, quoi. Enfin, elles peuvent se cracher. D'ailleurs, à 3 ans, il y a 50% des entreprises, des jeunes entreprises qui sont plus en vie, qui ont malheureusement fait faillite. Est-ce que tu t'es dit, ça y est, j'ai réussi ma vie quand tu vends des parts comme ça, alors que tu as bossé très dur et que ça a fonctionné? Écoute, je me suis dit ça, en fait, et je me suis dit que ma vie allait changer, et finalement, je me suis aperçu qu'elle n'avait pas énormément changé, parce que je ne suis pas quelqu'un de très matérialiste. Alors, j'aime dépenser de l'argent, donc je ne me considère pas du tout comme étant quelqu'un de radin, mais plutôt dans des voyages, faire profiter mes proches, ma famille, mes amis, et je ne suis pas vraiment quelqu'un de très matérialiste. Ouais, c'est agréable de faire un bon resto. Voilà, exactement, de faire un bon resto avec des copains, de faire des beaux voyages avec ses copains ou avec sa famille. Et en fait, je me suis vraiment retrouvé dans ce que disait Christian, parce que au moment où j'ai vendu mes parts, je me suis dit, ça y est, j'ai fait une bonne partie du chemin. Maintenant, j'ai de l'argent sur mon compte, je vais pouvoir faire plein de choses, toutes les portes vont s'ouvrir à moi. Et puis finalement, ce qu'il disait, c'est très vrai, c'est-à-dire que le bonheur, c'est pas que l'argent. Alors c'est plus facile de dire ça quand tu as de l'argent, ça je te l'accorde, mais effectivement, tu peux avoir beaucoup d'argent et pas être heureux du tout, et avoir finalement peu de moyens et être très heureux dans ta vie. Et je me suis aperçu que j'étais apaisé après cette aventure dans Ernest et Valentin, et je courais toujours après le succès, après la réussite dans les affaires. Et finalement, je me dis qu'en faisant ça, tu as du mal à être heureux. Parce qu'une fois que tu arrives à quelque chose, bah, tu en veux toujours plus. Et donc, encore plus. Et donc, tu n'arrives pas à prendre de la hauteur et à te dire, regarde ce que tu as fait, c'est déjà bien. Tu as les moyens de un peu plus profiter, de passer plus de temps avec tes proches, avec ta famille, de faire des choses dont tu avais envie et que tu n'avais pas forcément la possibilité de faire avant. Mais finalement, je pensais que l'argent, c'était mon moteur. Et puis quand j'ai commencé à en avoir de l'argent, je me suis aperçu qu'il y avait vraiment autre chose que ça. On n'est jamais satisfait, finalement. Non, on n'est jamais satisfait. Et moi, comme je te le disais, mais j'ai toujours envie de faire des nouvelles choses. J'ai toujours envie de découvrir des secteurs, des univers que je ne connais pas. Et donc, quand je me suis lancé un peu dans l'investissement en tant que business angel, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'adorais investir dans des entreprises, chez des jeunes entrepreneurs qui avaient une vision et qui souhaitaient révolutionner un secteur. Alors, j'ai connu quelques désillusions, quelques grosses désillusions, et je pense qu'on pourra en reparler après. Mais en tout cas, c'est vraiment quelques mois avant la vente de mes parts, le fait d'avoir commencé à investir dans ces sociétés-là, ça m'a donné le goût pour l'investissement. Félicitations, le meilleur succès. Ouais, le meilleur succès. Tu as investi dans 25 startups. C'est quoi ton meilleur investissement en termes de multiples? Est-ce que tu as réussi à faire x2, x3 sur une boîte? C'est quoi ton meilleur quand on a fait 25? Alors, j'en ai fait j'ai fait un investissement qui m'a rapporté 6 fois la mise. D'accord? Donc, au bout de 5 ans, c'était une société dans laquelle j'étais rentré en 2020 et qui a été revendue là en début d'année pour une très belle somme. Et moi, en fait, quand j'ai commencé à investir, j'ai investi dans des sociétés françaises. Parce que je suis français, et donc les opportunités qui se présentaient à moi, c'était des sociétés locales, exactement. Et en fait, quand je me suis lancé dans l'investissement dans des startups, je n'avais pas nécessairement conscience que c'est un marché qui est assez compliqué dans la mesure où il y a peu de liquidités, il y a peu de rachats d'entreprises dans les nouvelles technologies, il n'y a quasiment pas d'introduction en bourse, en tout cas sur le marché français. Et donc, moi, je me suis lancé, on est en 2020, et puis après, tu as un peu cette bulle pendant le Covid, ou juste après le Covid, où toutes les valorisations se mettent à devenir très importantes. Et finalement, je m'aperçois que quand tu investis dans des sociétés qui ne sont pas cotées, et que la société se développe bien, à un moment donné, tu veux potentiellement pouvoir la vendre. En fait, tu ne peux pas la vendre.
C'est pas comme en bourse où tu appuies sur un bouton et la seconde d'après, tu as vendu ton action. Là, si tu souhaites vendre, c'est quasiment impossible de vendre, à part si la société a été rachetée ou si elle fait une introduction en bourse. Tu as des boîtes qui ont foiré quand tu as investi en tant que business angel, en tant qu'investisseur sur des petites boîtes qui ont coulé, complètement, Ouais, tout perdu? Ouais, j'en ai où j'ai tout perdu. Une boîte sur laquelle j'étais ultra confiant, où je me disais qu'ils allaient révolutionner leur secteur et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Le marché sur lequel ils étaient positionnés a évolué. Ils ont des très gros acteurs qui sont rentrés sur ce marché et qui les ont écrasés. Et donc, malheureusement, j'ai tout perdu, mais ça fait partie du risque qu'on prend quand on investit dans les startups. Est-ce que tu as investi dans la crypto-monnaie, dans tous ces trucs-là? Alors, pas du tout. Moi, je suis passé complètement à côté de l'investissement en crypto-monnaie parce que j'ai tendance à investir dans des choses que je comprends. Et la crypto-monnaie, moi, j'ai eu du mal à comprendre, effectivement, la valeur sous-jacente qu'on pouvait avoir derrière. Et donc, je ne l'ai jamais fait. J'ai plein de copains qui l'ont fait, qui ont gagné de l'argent avec. Mais je ne regrette pas parce que, et je suis très content pour mes copains qui ont gagné de l'argent, mais moi, je ne regrette pas dans la mesure où j'aime investir dans des choses que je comprends. Et je pense que c'est super important, effectivement, et qu'on doit s'appliquer ça à soi-même, d'essayer d'aller sur des choses qu'on comprend. Et si on va sur des choses qu'on ne comprend pas, de se faire accompagner par des experts qui, eux, ont cette connaissance du secteur ou de l'entreprise pour pouvoir vous permettre d'investir dans de belles sociétés. Et apparemment, tu aurais investi dans le Web 3, ouais. Le métaverse. J'ai investi dans le Web 3. Alors, qui était finalement un flop, non? Qui a été un flop. Tout le monde en a parlé, puis finalement, ça s'est un peu arrêté, quoi. Ça a été un flop monumental. La boîte dans laquelle j'ai investi, alors elle existe toujours. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'au moment où j'ai investi dedans, c'était pas du Web 3. Sauf que, tu sais, il y a eu toute cette tendance qui a explosé autour du Web 3, les NFT. Et donc, ils se sont mis sur ce créneau-là. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle un pivot. Ils ont un petit peu changé leur fusil d'épaule pour aller sur ce secteur qui était très tendance à l'époque du Web 3. Et donc, indirectement, oui, j'ai investi dans une société, même si à la base, ce n'était pas une société de Web 3. Aujourd'hui, je suis détenteur même de crypto, parce qu'ils ont lancé leur propre crypto. Et donc, j'ai de la crypto par leur intermédiaire. C'était un espèce d'effet de mode. Ouais, il y a eu un effet un peu de comme mode. La tectonique. Un peu comme la tectonique. Très rapidement, qui est reparti aussi vite. Ouais. C'est l'équivalent musical de Web 3. Et c'est là que tu vas découvrir le private equity. Comment est-ce que tu découvres justement l'investissement, les fonds d'investissement, etc. En fait, je suis confronté pour la première fois à un fonds d'investissement lors d'une levée de fonds dans laquelle j'ai participé. Donc moi, je suis rentré, moi, ma spécialité, ce que je faisais, c'est que j'investissais très tôt dans les boîtes. C'est-à-dire vraiment au tout début, il y avait 1 ou 2 cofondateurs, il n'y avait même pas un corps de salariés, il y avait un projet, une belle présentation et une vision. Et donc moi, j'investissais sur la personne plus que sur le projet en me disant, lui, il a une vision, j'essayais de voir un peu ce qu'il avait dans les tripes, et puis je disais, allez, j'y vais, je mets un ticket et on va voir ce qui va se passer. Et en fait, une des sociétés dans laquelle j'avais investi s'est vraiment bien développée. Et elle a continué à lever de l'argent pour financer sa croissance. Et à ce moment-là, quand il a fallu lever beaucoup d'argent, elle a fait rentrer un fonds d'investissement, un fonds de private equity, qui est rentré à son capital. Sauf que, quand ce fonds d'investissement est rentré, ce qui s'est passé, c'est qu'il a renégocié on va dire des actions préférentielles, d'accord, au sein de la société. Et ce que ça lui donnait droit à quelque chose d'important. Ça lui donnait droit à, si la société n'était pas vendue suffisamment cher, lui pouvait être le premier à récupérer son argent. C'est ce qu'on appelle la liquidation préférentielle, d'accord. C'est-à-dire qu'il dit, OK, je mets 5 millions d'euros sur la table, à une valorisation, par exemple, de 20 millions d'euros. Mais si la société est vendue moins de 20 millions d'euros, les 5 premiers millions, ils sont pour moi. Ils se remboursent en priorité. Ils se remboursent en Comme priorité. une banque qui va vous prêter de l'argent. Exactement. Vont vendre le bien si jamais ils n'y arrivent pas pour prendre d'abord leur argent. C'est exactement le même système. Et donc, ces fonds d'investissement qui sont arrivés finalement plus tard que moi, donc qui prennent moins de risques parce qu'à ce moment-là, la société s'est bien développée, fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, eh bien, si l'aventure venait à mal se terminer, ou en tout cas pas à la hauteur de leurs espérances, ça serait les premiers à être payés. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. La société s'est revendue pour moins cher. Et au final, alors que j'aurais dû gagner de l'argent, parce que moi j'étais rentré très tôt sur une valorisation basse, je me suis retrouvé à perdre de l'argent. Et d'autres investisseurs qui ont investi après moi, eux, ont tout perdu. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, mais je suis pas du bon côté de la barrière. Il faut que j'aille investir, non pas en direct dans les startups, mais que je le fasse au travers
de fonds d'investissement. Et sauf que là, c'est là que tu appelles et quelqu'un te rigole au nez. Tu appelles un fonds d'investissement, de private equity, du coup, tu dis, tiens, j'ai de l'argent, je voudrais investir dans les startups. Pourquoi ils rigolent? Ils rigolent parce qu'en fait, ils sont très surpris d'avoir un client privé qui les appelle comme ça pour leur demander d'investir dans leurs fonds. Eux, il faut savoir que ces fonds-là, ils sont réservés à des institutionnels. Donc ça peut être des compagnies d'assurance, ça peut être des gros fonds. Ils sont réservés à des professionnels de l'investissement. Et donc, il y a quelques clients privés, mais c'est des clients privés qui ont des dizaines de millions d'euros de capital à investir. Et pourquoi? Parce que le ticket d'entrée, il est très élevé, il est généralement de plusieurs millions d'euros. Sauf que moi, au moment où j'appelle ce fonds, je ne le sais pas. Je ne le sais pas, et donc très naïvement, je demande à parler à une personne en charge des relations investisseurs. Et cette personne, je cherche à comprendre un petit peu quelles sont les performances, dans quel type de société ils investissent. Et puis je vois qu'elle est un peu réticente à me répondre. Et je ne comprends pas sur le moment. Et en fait, elle m'arrête net, elle me dit, mais vous savez, monsieur, pour rentrer dans notre fonds, il faut mettre 2 millions d'euros. Et alors là, j'ai l'impression que le sol se dérobe sous mes pieds. Je me dis, mais 2 millions d'euros, mais évidemment pas 2 millions d'euros à investir dans un seul fonds. Donc, et en fait, très rapidement, la discussion s'arrête. Et là, je suis un peu marqué parce que justement, je me dis, attends, moi j'ai vendu une boîte, j'ai quand même de l'argent, j'ai investi plus d'1 million d'euros dans des startups. Et aujourd'hui, je ne suis pas capable d'investir, je n'ai pas la possibilité d'investir dans un fonds qui fait ça depuis des dizaines d'années, qui a un bon historique de performance. C'est une espèce d'élitisme un peu. Exactement. Tu n'as pas accès à un autre monde. Et là, je me prends un mur devant moi. Je me dis, OK, il y a le monde des ultra-riches, et puis il y a le monde pour les personnes comme moi et toi. Tu le dis d'ailleurs, même avec des moyens, donc de l'argent, je découvrais que tout était verrouillé. Exactement, je découvrais que tout était verrouillé. Et en fait, ils cultivent un peu cet entre-soi de se dire on reste, c'est confidentiel. Alors aujourd'hui, le monde du private equity commence à s'ouvrir, mais pendant très très longtemps, c'était un peu un mot qu'on se passait entre banquiers privés pour conseiller les clients, dans les repas, où tu avais tes copains qui avaient beaucoup d'argent, et donc c'était un peu à celui qui avait eu la meilleure opportunité dans tel fonds, qui avait eu les meilleures performances. Et pendant très longtemps, ce monde-là, il était complètement fermé aux investisseurs particuliers. C'est là que tu vas avoir l'idée de Fundora. Tu vas te dire, tiens, il y a un problème, on ne peut pas rentrer, avoir les mêmes avantages si on n'a pas autant d'argent. Et tu vas essayer de craquer le système d'une intention maligne, hein, parce qu'on se dit, tiens, on a tous envie d'avoir des fonds comme ça qui travaillent et qui font vraiment fructifier votre argent. Et donc, tu vas créer Fundora. Pas facile à inventer, j'imagine, à mettre en place. Non, ça a été très compliqué et très long. Mais comme tu le sais, là, parce que j'en ai parlé déjà, j'adore les challenges. Il y a un an, tu as créé ça? Ouais, c'est ça. La boîte a un an seulement. Ouais. Tout à fait. J'ai créé ça il y a 1 an. Et en fait, on a travaillé pendant 1 an pour justement mettre en place le système qui allait nous permettre d'ouvrir les portes du private equity aux investisseurs privés. C'est-à-dire qu'on peut investir, tu vas réussir à le développer. Au départ, vous êtes 3. Aujourd'hui, on peut investir pas forcément sur 10 ans. C'est-à-dire que ton argent n'est pas forcément bloqué sur 10 ans. Tu en as qui sont plus courts, tu choisis. Exactement. En fait, aujourd'hui, tu vas pouvoir choisir des stratégies avec des profils de risque différents, avec des horizons d'investissement entre 5 et 10 ans. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu investis dans des sociétés de non cotées, tu t'inscris dans le temps long. Hein, c'est pas quelque chose d'instantané. Et donc, tu vas pouvoir choisir aussi des stratégies en fonction de leur géographie, en fonction de leur thèse d'investissement. Par exemple, toi, tu peux adorer et te dire j'ai envie d'investir dans l'hôtellerie de luxe, par exemple, ou bien dans la cybersécurité, j'en sais rien, l'intelligence artificielle. Eh bien, tu vas avoir la possibilité de choisir une stratégie en fonction de ton aversion au risque, en fonction de ton horizon d'investissement. Et à ce moment-là, ton argent va pouvoir être investi dans ces fonds d'investissement. Tu es le premier à avoir fait ça? Ouais, aujourd'hui, on est les seuls à pouvoir proposer l'accès à des fonds d'investissement à partir de 100 €. Donc là, je vous le mets à l'image. À partir de 100 €, vous pouvez rentrer, puis essayer, en tout cas, voilà, mettre sur un truc sur 5 ans, puis vous verrez bien au fur et à mesure. Même si ta boîte, Fundora, ce que je te souhaite pas, elle a qu'1 an, touché à la tête, mais ne fonctionne pas un jour, c'est des fonds d'investissement qui existent depuis des dizaines d'années, sur lesquels, en fait, ils vous envoient. Finalement, tu es une sorte de passerelle.
Alors, je suis une sorte de passerelle, exactement. Et en plus de ça, nous, on a fait un partenariat avec une société de gestion de portefeuille, donc un professionnel de l'investissement. Et c'est cette société-là qui va gérer les fonds. Nous, chez Fundora, on n'a pas accès aux fonds des clients. C'est vraiment notre société de gestion de partenaires qui, elle, va investir l'argent dans ces fonds de private equity qui ont des historiques de performance qui les placent parmi les meilleurs. Je vais donner des exemples précis que vous allez pouvoir trouver sur le site, c'est intéressant. Franchement, c'est vachement bien. Moi, je me suis mis, on a fait Brix, on a fait une émission sur Brix, on peut acheter des petits blocs de 10 € d'immobilier. Moi, je m'y mets très régulièrement, pour pas dire 3 fois par jour. Je regarde un peu s'il y a des... Non, mais c'est vrai. Trade Republic, j'ai mis mon argent sur la... c'est une néobanque qui aujourd'hui est une vraie banque, finalement. Ils ont un RIB français, ils sont régulés, etc. Et ça a cartonné, d'ailleurs, Trade Republic, depuis qu'on a fait l'émission avec Mathias Bacchino ici. Et c'est des vrais sujets qu'on suit après, dans lesquels on se met, même la plupart des membres de l'équipe, à chaque fois ils vont, etc. T'es sur une application ou c'est que sur un site aujourd'hui? Alors, c'est que sur un site. Après, tu as la version mobile, mais on n'a pas d'application dédiée. Mais effectivement... Tu la feras après? On va la faire. Là, c'est pas dans notre roadmap. C'est pas l'urgence? C'est pas l'urgence. Mais effectivement, ça fera partie de projets ultérieurement. Donc là, par exemple, je vous affiche à l'image, et je vais décrire si vous nous écoutez en podcast audio. Là, sur le site, il y a marqué collecte en cours, 596 200 € collectés, minimum de 500 000. On est déjà à plus de 19% 24, c'est marqué en bas. Objectif de multiple, donc de multiplication d'investissement que vous allez donner, vous allez mettre x6, x8, ce qui est monstrueux. À partir de 1 000 €, c'est bien marqué, investissement sur 10 ans, location USA. Et là, ça s'appelle Next Wave AI, donc sur l'intelligence artificielle. Exactement. Participer à la croissance des meilleures startups IA nord-américaines, donc intelligence artificielle. Donc c'est très simple, vous savez sur quoi vous mettez. Exactement. Tu sais combien de temps c'est bloqué. Parce que ça, c'est pas récupérable avant 10 ans. Alors, c'est pas récupérable avant 10 ans, je mettrai quand même une petite nuance. Il faut savoir que les fonds qui composent cette stratégie, effectivement, sont des fonds fermés. D'accord ? Donc, on a une fenêtre pour rentrer dans ces fonds-là. Et ensuite, on ne peut pas, par contre, récupérer son argent quand on le souhaite. Néanmoins, ce fonds d'investissement va investir dans une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de sociétés. Et à chaque fois qu'une des sociétés qu'ils ont en portefeuille va être vendue, ils vont faire une distribution. Et cette distribution, elle va revenir à l'investisseur. Donc même si la période, effectivement, l'horizon d'investissement est de 10 ans, ça ne veut pas dire que l'argent est bloqué en totalité pendant 10 ans. D'accord. Tu peux commencer à avoir des distributions après 2 ans, 3 ans, 4 ans, en fonction des stratégies. Je vais vous donner d'autres exemples. Mais quand tu dis x6, x8, c'est pas garanti du tout. Tu peux tout perdre. Hein. Ouais, tout à fait. Partir du principe que vous pouvez tout perdre. Ouais. Si vous mettez, par exemple, je sais pas, vous avez 20 000 €, vous voulez faire fructifier 20 000 €, vous arrêtez, vous avez réussi à mettre de côté, tu peux mettre 3 000, et si tu mets 3 000, dans 10 ans, tu peux récupérer. Il ne faut vraiment pas en avoir besoin, en fait, c'est ça le sujet, c'est vraiment pas l'argent dont tu peux avoir besoin pour payer le loyer. Exactement. Et puis tu peux faire de ces 3 000 €, finalement, 12 000, 15 000, peut-être même plus, dans 10 ans, que tu récupéreras plus tard, quoi. Exactement, et en fait, nous, c'est aussi la vision qu'on a, c'est-à-dire qu'une des clés de l'investissement, c'est vraiment la diversification. Et avec Fundora, le fait de proposer un ticket d'entrée qui soit vraiment accessible, ça vous permet aussi de vous diversifier. Mettre 100 € par-ci, 200 € par-là. Exactement. Et donc, comme je te le disais, dans un fonds, tu as à peu près en moyenne une quinzaine de sociétés. Donc si tu investis dans 5 ou 6 fonds dans l'année, tu investis potentiellement sur 70, 80, 100 sociétés. Et donc tu as ce mécanisme de diversification qui fait que si une des sociétés venait à se porter un petit peu moins bien, ou même à faire faillite, eh bien, tu pourrais compenser la perte connue sur cette société par d'autres sociétés du portefeuille qui, elles, vont générer de la plus-value. Pourquoi c'est aussi long, parfois 10 ans? Pourquoi c'est si long? Parce qu'en fait, tu as deux périodes dans la vie d'un fonds. Tu as une première période qui est une période d'investissement. Pendant cette période-là, le fonds d'investissement va déployer l'argent, va prendre des participations, donc va investir de l'argent dans des sociétés. Et ce processus, il prend environ entre 3 et 5 ans. Et ensuite, tu vas avoir ce qu'on appelle la période de désinvestissement. Et à ce moment-là, le fonds va commencer à vendre des participations pour faire de la distribution aux investisseurs. Sauf que la création de valeur dans une société, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pas tu appuies sur un bouton, tu fais 1 000 € de chiffre d'affaires et le lendemain, tu en fais 10 000. Non, ça prend du temps. C'est une boule de neige. C'est une boule de neige, exactement. Et donc, pour pouvoir capter cette création de valeur, il faut pouvoir être patient. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est une classe d'actifs qui est assez intéressante parce que ça te permet de lisser aussi les moments où tu achètes et les moments où tu vends. Le fonds, il va acheter à plusieurs périodes dans l'année
D'accord ? Et il va vendre aussi sur plusieurs années. Donc ça te permet finalement de gommer la volatilité que tu pourrais retrouver sur des marchés boursiers par exemple. Là, il y en a un autre, par exemple, sur le site. Je suis allé voir avant de faire l'émission, vraiment, là. Là, c'était collecté, donc 525 500. Objectif, pareil, je ne sais pas combien, d'ailleurs, 400 et quelques mille. Objectif de multiple 2,5 fois. C'est quand même beaucoup. Hein. Tu mets 100 €, tu arrives à 250 en tant que... Enfin, c'est l'objectif. Là, c'est un investissement sur 4 ans. Donc, on parle d'un investissement sur 10 ans, donc c'est beaucoup plus rapide. Pareil, c'est à partir de 100 €. Tu en as plein de différents. Il y a FinTech Yield aussi, investissez sur 3 continents dans le crédit digital. Je ne sais pas ce que c'est. Investissement sur 7 ans. Objectif de rendement 10% par an, net de frais, 434 000 collectés. C'est-à-dire qu'en fait, on peut mettre, comme tu le disais, un peu sur plein de projets comme ça. Il y en a beaucoup qui arrivent sur le site. Exactement. Il y a environ 2 à 3 nouvelles opportunités qui sont disponibles chaque mois sur la plateforme, sur des stratégies qui sont différentes, sur des horizons d'investissement différents et des géographies différentes. Tu as mentionné tout à l'heure la stratégie Second X, qui était une stratégie plus courte, sur 5 ans. Sur 4 ans même. Ouais, sur 4 ans même, exactement. Mais tu as aussi là une stratégie qu'on a fait autour du crédit, qui permet d'avoir des revenus, des coupons réguliers qui sont versés chaque trimestre. Comment tu gagnes ta vie ? Alors nous, on a fait un choix très fort, c'est qu'on ne prend pas du tout de rétrocession sur les fonds qui font partie des opportunités qu'on propose. C'est assez répandu dans le milieu du private equity et dans le milieu de l'investissement de façon générale que pour vendre des produits, on vient prélever une commission auprès du fonds. Nous, on ne fait pas du tout ça. On prend uniquement 2 types de frais. Des frais de structuration qui sont pris à l'entrée au moment où l'investisseur souscrit à l'opportunité, et ensuite des frais de gestion chaque année pour gérer le véhicule. Qui sont de combien ? Alors, les frais de structuration sont entre 2 et 3% payés en une fois, et ensuite, les frais de gestion sont entre 1,2 et 1,7% en fonction des montants qui sont investis. Les investisseurs individuels, j'ai noté, perdent en moyenne 5% par an à cause de leur émotion, selon une étude d'Albar, c'est un cabinet de recherche financier américain. On a vu que les hommes n'investissaient pas pareil que les femmes aussi. Les hommes sont plus dans l'émotion, les femmes sont plus raisonnables. Et je crois que les femmes ont à plus de 2% par rapport aux hommes en rendement. Je ne sais pas si tu avais vu ça. Ouais. Les femmes sont meilleures investisseuses que les hommes. Est-ce que tu déconseillerais d'investir à des gens qui sont dans une période un peu trouble de leur vie ? Oui. Par exemple, quand est-ce qu'il faut faire attention ? Il faut faire attention, en fait, il faut être bien dans son quotidien pour pouvoir avoir la tête froide. En fait, tu as des sujets de volatilité, c'est-à-dire que tu as des variations importantes que tu peux retrouver, notamment en bourse. Et donc, si tu es très axé sur les émotions et que tu as du mal à contrôler tes émotions, tu peux te retrouver à prendre de très mauvaises décisions d'investissement. Et donc, il faut garder la tête froide, tu sais, c'est une expression qu'on dit, et ça s'applique vraiment bien au monde de l'investissement. Et d'ailleurs, tout le monde n'est pas compétent pour gérer soi-même ses finances. C'est-à-dire que parfois, c'est aussi bien de se faire accompagner par des professionnels qui ont une certaine expérience, qui ont passé des crises, qui ont vu une des variations de cours très importantes, et eux qui seront plus à même de prendre les bonnes décisions dans les moments un peu difficiles. Là, tu as levé 600 000 € c'est ça ? Pour développer Fundora au départ ? Oui, tout à fait. On a levé 600 000 €, 300 000 € en fonds privés et 250 000 € via la BPI, qui est la Banque publique d'investissement, qui accompagne énormément de startups, énormément de sociétés au démarrage de l'entreprise. Là, ça fonctionne, ça y est ? Ouais, là, ça fonctionne. Écoute, on est très contents. On a plus de 2000 investisseurs déjà présents sur la plateforme. On arrive à collecter chaque mois plusieurs millions d'euros pour investir dans ces stratégies de private equity. Mais c'est assez marrant parce qu'au moment où on a lancé Fundora avec mes associés, on avait tous déjà un parcours entrepreneurial et on avait tous monté des boîtes et revendu des boîtes. Et au moment de la levée de fonds, on pensait que ça allait être une formalité. En fait, on pensait que ça allait être assez facile parce que comme on avait déjà connu des succès par le passé, on s'était dit que ça allait être plus facile de lever de l'argent. Et en fait, ça a été très compliqué. Et d'ailleurs, une partie de l'argent qu'on a levé, c'est moi qui l'ai mis sur mes propres deniers. C'est aussi des proches, des amis, de la love money, ce qu'on appelle, donc des gens de notre entourage qui ont vous investi,
qui nous aiment exactement, qui ont investi, qui croyaient dans le projet. Mais en fait, aujourd'hui, il y a un vrai sujet, c'est que c'est dur de lever de l'argent en France parce que le marché n'est pas forcément dans une forme olympique. J'ai l'impression que ça fait 100 ans qu'on l'entend, ça, non ? Non, il y a eu des moments d'euphorie, je t'en ai parlé tout à l'heure, mais 2020, 2021, au moment du Covid, il y a eu, les taux d'intérêt étaient très bas, il y avait énormément de liquidités sur le marché, les gens voulaient investir. Puis ensuite, ça s'est un petit peu régulé, le soufflet est un peu retombé, et donc aujourd'hui, il faut vraiment avoir des projets très solides, démontrer une expérience déjà dans une réussite passée pour que les investisseurs vous fassent confiance. Et je trouve qu'on devrait essayer de récompenser un peu plus la prise de risque en France parce que on a un peu de mal avec ça et c'est souvent mal vu. L'échec est souvent mal vu en France, alors que finalement, en tout cas je parle pour mon cas personnel, moi c'est mon premier échec entrepreneurial qui m'a permis finalement de tirer les conclusions, de m'améliorer et de pouvoir derrière réaliser des jolis succès. Tu travailles 12 heures par jour toujours, tu disais, tu travailles toujours quand même beaucoup. Tu arrives à voir tes filles de 4 et 6 ans ? Écoute, je les vois, bien évidemment, je passe du temps avec mes filles, mais c'est vrai que moi j'ai toujours un peu de mal à dissocier la vie pro de la vie perso. Et comme je suis quelqu'un de très exigeant aussi, qui souhaite apporter une certaine qualité de service à mes collaborateurs, à mes clients, et je sais que je vais essayer d'être toujours réactif, de toujours répondre aux demandes. Et donc, même si c'est le samedi soir, le dimanche, le lundi à 23h et que je suis encore réveillé, je vais avoir vraiment l'envie de répondre et de pouvoir débloquer la situation. On a reçu ici Fabien Pinker, je ne sais pas si tu as vu, patron de Odoo, sa boîte qui est valorisée aujourd'hui plusieurs milliards de dollars. C'est un Belge, c'est la deuxième fortune de Belgique qui est venu ici présenter son produit, donc ça s'appelle Odoo. C'est une société de services en fait qui peut nous permettre de faire la comptabilité, le site internet. En fait, quand vous avez une société, il y a plein de petites applications, il y a 40 000 même, c'est énorme. Après, il y en a certaines qu'on utilise beaucoup plus que d'autres, etc. Nous, on l'utilise d'ailleurs, Odoo, et il avait ce rapport à l'argent complètement détaché. Il avait une vieille BMW, il disait, j'ai même pas le Bluetooth dans ma voiture. Bon, après, celui, c'est cas extrême. Et c'est pas pour... Il faut pas faire le miséreux non plus, faut pas non plus tomber là-dedans. Mais toi, c'est quoi ton rapport à l'argent aujourd'hui ? Écoute, moi, mon rapport à l'argent, je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est finalement, pendant très longtemps, ça a été une finalité. C'est-à-dire que je me disais, je me projetais sur ce qu'allait m'amener l'argent. Et puis finalement, quand j'ai commencé à avoir plus d'argent, je me suis aperçu que c'était pas nécessairement ce qui allait m'animer. Parce que tu tombes facilement dans cette envie de toujours plus. Et donc, finalement, tu développes un sentiment de frustration, de te dire, maintenant j'en suis là, il faudrait que j'aille à l'étape d'après, et encore à l'étape d'après. Et finalement, ça peut créer un peu de la frustration. Et donc, je me suis totalement détaché de ça. Alors, tu me diras, c'est plus facile quand tu as un peu d'argent que quand tu n'en as pas du tout. Mais aujourd'hui, c'est plus mon moteur premier. Moi, mon moteur premier, là, aujourd'hui, et ce qui me remplit de joie, c'est de voir que nos investisseurs nous envoient des messages et qui sont vraiment très heureux par le service qu'on leur offre et la possibilité d'investir dans ces fonds-là. 56% des millionnaires américains, millionnaires, multimillionnaires, utilisent toujours quotidiennement des coupons de réduction au supermarché. Les sondages américains aussi, ils sont tombés là-dessus. Est-ce qu'il faut être pas radin, mais il faut faire attention, même quand on a de l'argent ? Alors oui, il faut faire attention quand on a de l'argent. Après, quand tu as une entreprise et que tu veux gagner de l'argent, il faut essayer d'en dépenser le moins possible. C'est-à-dire que ça peut être un mécanisme de te dire je vais réduire les coûts de telle sorte à ce que chaque euro qui rentre dans les caisses, j'en dépense le moins possible. Et comme ça, à la fin, je vais pouvoir générer du bénéfice. Donc c'est hyper important et ça fait partie de la gestion d'une entreprise, d'être vigilant sur les coûts qui peuvent impacter ton bénéfice. Maintenant, à titre personnel, moi j'estime que l'argent, il est quand même fait pour être dépensé. Et donc j'ai plaisir à le dépenser, pas pour du matériel, mais pour des voyages, des expériences de vie. Toi, tu es entrepreneur, c'est ta 3e boîte, aujourd'hui tu as fait des succès. Tu disais que tu n'avais aucun argent en banque. Ouais, j'ai très peu d'argent en banque, effectivement. Ça veut dire que sur mes comptes, j'ai de quoi vivre plusieurs mois, mais je n'amasse pas beaucoup d'argent. Je préfère l'investir, parce qu'aujourd'hui, notamment avec l'inflation qu'on a, de l'argent qui dort sur un compte,
tu t'appauvris en fait. Et donc une fois que tu as compris ça, tu te dis que... Avec l'inflation de 3% par an, par exemple, si tu as un compte à 1,7, bah, tu perds 1,3. Exactement, exactement. Et il faut savoir qu'aujourd'hui... Ça, c'est important de le comprendre. Moi, je l'ai découvert avec les émissions. Au fur et à mesure de recevoir différents types de personnalités, j'ai commencé à comprendre ce truc-là. C'est assez flippant, en fait. Faut quand même le placer sur des comptes, voilà, sur votre banque, etc., si vous voulez, mais en tout cas qui ont un taux supérieur à l'inflation, sinon on perd de l'argent chaque mois. Mais ce qui est dramatique, c'est que là, tu parles d'achat, en tout cas. Tu parles du cas où l'investisseur où la personne a mis de l'argent sur un compte rémunéré. Il y a aussi énormément de Français qui ont de l'argent qui dort sur leur compte courant, qui, lui, n'est pas rémunéré. Et donc, ça veut dire que si l'inflation est de 3%, eh ben, dans un an, leurs 100 € valent 3% de moins. Ouais, vaudra 97 €. Exactement. Le pouvoir d'achat de 97 € aujourd'hui. Exactement. Ah, c'est flippant. Hein. Ah, c'est flippant. Et donc, pour pallier à ça, un des moyens, c'est d'investir de l'argent pour qu'ils puissent justement générer des rendements qui soient supérieurs à l'inflation. Comment tu prépares ta retraite pour terminer ? Tu as 38 ans, c'est pas tout de suite, mais comment est-ce que toi tu la prépares, toi qui es éclairé sur le sujet de l'investissement aujourd'hui, qui a créé Fundora, donc pour des investissements, comment tu la prépares, toi ? Écoute, moi je la prépare, alors je la prépare en investissant sur Fundora, mais pas que. J'ai pu faire des investissements immobiliers, un peu de bourse, mais la retraite, c'est un vrai sujet aujourd'hui en France. La façon dont sont financées les retraites, avec le vieillissement de la population, c'est ça vraiment... ne tiendra pas. Il y a peu de chances que ça tienne. Il y a peu de chances que ça tienne. Mais mathématiquement, je veux dire, c'est... Exactement, il y a peu de chances que ça tienne. Et donc, l'idée, c'est de s'y préparer à ce que potentiellement, à un moment donné, le système lâche et qu'on soit en mesure de subvenir à ses besoins. Je ne sais pas comment, à un moment donné, ils vont casser le système. Comment c'est possible ? Parce qu'il y a trop de gens qui ne pourront pas. Il y aura beaucoup de gens, les gens en tout cas qui n'auront pas prévu ce scénario seront en grande difficulté. Et donc c'est pour ça que moi j'incite les gens à prendre ce sujet de la retraite pas à la légère, parce que ça peut vraiment arriver. Je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'impossible. Et donc plus tôt on est en capacité de faire travailler son épargne, et le mieux on peut commencer à préparer sa retraite. Vous êtes combien aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est 11 dans la société. Vous êtes 11 ? Ouais. Si jamais on veut investir, qu'est-ce que tu conseilles de faire là ? Si on veut aller... je vais mettre les liens, si vous voulez aller voir dans la description, vous pouvez aller voir comme ça directement, je mettrai le site. Pareil, dans la description des podcasts audio, j'en parlais tout à l'heure, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast. Vous pouvez aller dans la description du podcast audio aussi directement, vous cliquez sur description, puis vous aurez le lien pour aller retrouver Fundora. Qu'est-ce que tu conseilles ? Écoute, déjà pour les personnes qui nous écoutent et qui voudraient essayer l'expérience Fundora, on va faire un petit code promo qui va donner droit à 10% de remise sur les frais. Donc le code, ça sera Legend, donc vous pourrez taper Legend. Et sur votre premier investissement, vous aurez 10% de réduction sur les frais Fundora. Qu'est-ce que je conseille de faire ? Moi, je conseille de diversifier. C'est vraiment la clé dans l'investissement. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et donc, en fonction de ses revenus, de sa capacité d'épargne, il va falloir potentiellement se faire accompagner aussi par des professionnels qui vont pouvoir analyser le patrimoine, les charges, les revenus, et pouvoir vous orienter vers les produits financiers qui sont les plus pertinents par rapport à votre situation personnelle. Je vais essayer de mettre 100 €. Rendez-vous dans 5 ans, si ça fait 250. Non, mais on va essayer petit à petit. Mais tu verras, tu auras l'occasion de suivre en fait sur la plateforme la façon dont se comporte ton argent, puisque chaque trimestre, tu vas recevoir des rapports d'activité sur ce qui s'est passé. Exactement. Ça te dit où t'en es, où tes 100 € en sont ? Exactement, ça va te dire où tes 100 € en sont. En fait, tu vas avoir toutes les sociétés dans lesquelles le fonds a investi, les sociétés qu'ils ont revendues. Tu vas pouvoir voir la valeur. Alors, c'est pas au quotidien, mais chaque trimestre, tu vas avoir des revalorisations qui vont être faites. Alors, ça peut être à la hausse ou à la baisse. Et donc, tu vas pouvoir suivre en fait l'évolution de tes investissements sur Fundora, comme ça, dans ton espace personnel. Dans ton dashboard, quoi. Exactement, dans ton dashboard, tu auras un récapitulatif de tout. Je t'ai demandé de ne pas faire trop de mots en anglais départ. C'est le premier. C'est moi qui l'ai dit d'ailleurs. Et donc, ok, on peut suivre au fur et à mesure. Est-ce qu'on peut toucher de l'argent avant la fin, quand il y a marqué rendez-vous dans 4 ans ? Est-ce qu'on a un petit peu d'argent qui tombe avant ? Exactement, en fait, ce que je t'expliquais, c'est que
tu as une partie qui est placée dans ces fonds de private equity, et puis tu as une partie aussi qui va être rémunérée et qui va te ramener des coupons une fois par an. Maintenant, à chaque fois qu'une société du portefeuille va être vendue, tu vas avoir une distribution. Et donc, c'est assez fréquent qu'après 2, 3 ou 4 ans, tu commences à toucher déjà de l'argent. Et donc, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que le but premier du gérant, c'est de te rendre déjà 100% de ton capital. Si toi, tu as mis 100 € demain sur une stratégie sur Fundora, eh bien, en fait, le gérant qui gère cette stratégie, son objectif premier, ça va être de te rendre tes 100 €, Guillaume. Et ensuite, une fois que tu auras dérisqué ton investissement, d'aller effectivement chercher de la plus-value pour te faire gagner de l'argent. Merci Bradley, merci d'être venu. C'était intéressant de comprendre, c'est malin d'avoir ouvert les fonds de private equity à tout le monde et tout. Donc voilà, je vous mettrai les liens avec le code Légende. Donc tu as 10%, vous aurez tous 10% de réduction sur les frais sur votre premier investissement. Exactement, sur le premier investissement, 10% de remise sur les frais Fundora. Je vais l'essayer, tu verras qu'il y aura mon nom qui apparaîtra. Avec plaisir. J'espère que ça vous a plu chez vous, essayer de comprendre un peu ce système. On n'avait jamais abordé le sujet des private equity, des fonds d'investissement privés. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission. On se retrouve tous les mercredis, tous les vendredis et tous les dimanches, 3 fois par semaine, avec des interviews, avec différents types de personnalités. Si d'ailleurs vous avez vécu quelque chose et que vous voulez venir raconter votre métier, si vous faites un métier un peu incroyable, ou si vous avez vécu quelque chose de fou dans votre métier, vous êtes tous les bienvenus ici. Ou si vous arrivez juste quelque chose dans votre vie d'exceptionnel, vous envoyez un mail à contact@legendgroup.fr, contact@legendgroup.fr, et vous mettez quelques anecdotes avec votre numéro de téléphone, et puis on vous rappellera avec plaisir pour passer aussi sur le siège comme Bradley aujourd'hui. On se retrouve très vite de toute façon pour une prochaine vidéo, et merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes environ 150 000 à vous abonner chaque mois sur notre chaîne YouTube, donc continuez à le faire. N'hésitez pas à commenter l'émission, à liker la vidéo, ça nous aide beaucoup pour le référencement, puis la petite cloche aussi pour être au courant des prochaines vidéos. Ciao tout le monde.